Moods. Donc je vais essayer de ne pas être en fangirl, parce que quand on voit les gens de la télé en vrai, c'est un peu bizarre. Quand on a préparé cet entretien, tu m'as expliqué que tu venais toi aussi d'une famille qui n'avait pas forcément l'habitude de voyager, qui n'avait pas forcément l'habitude de partir crapahuter partout. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller voir ailleurs? J'ai effectivement peu voyagé, je suis d'une famille d'enseignants et cela dit, c'est une famille qui m'a aidé à conserver ma curiosité d'enfant. On partait en vacances pas forcément très loin, on allait faire du camping, mais on s'attardait sur des petites choses toutes simples qui permettaient de garder cette joie vis-à-vis du vivant, vis-à-vis du patrimoine, vis-à-vis de ce qu'on pouvait découvrir, la gastronomie. Et ça, je l'ai chéri pendant longtemps, jusqu'au moment où j'ai rencontré les causes environnementales qui m'ont dévasté. Alors, on ne parlait pas du tout d'éco-anxiété à l'époque, ce mot n'existait pas, pourtant c'était bel et bien les symptômes. Et là, j'ai eu envie de trouver des solutions, j'ai eu envie vraiment de me rassurer. Et la manière que j'ai trouvée, c'était déjà de me mettre en action, de ramasser des déchets avec les copains, voilà, de faire des choses. Mais au bout d'un moment, ramasser 3-4 déchets dans le fossé d'à côté, bon, on sent vite combien c'est limité, donc j'ai eu besoin d'aller voir plus loin. Et donc je suis parti faire, du haut de mes 21 ans, c'était le grand dame de ma maman, mais je suis parti faire le tour du continent américain, donc 17 pays, 40 000 kilomètres, de le faire en stop, pour aller rencontrer ces fameuses initiatives. Ces gens qui, dans des associations, dans des ONG, dans des grandes institutions, des gouvernements, des grandes boîtes, avaient mis en place des solutions concrètes. Ça m'a fait du bien. Mais ça m'a fait du bien de voir, ok, en fait, les solutions, elles existent. Et je parle de ça, c'était en 2008. C'était il y a un bail, hein. C'était déjà il y a un bail. Et le constat que j'en ai fait, c'est, ok, en fait, des solutions techniques, il y en a. De l'argent, on arrive toujours à trouver des budgets. Du temps, c'est ce qu'on a là devant nous. Là où le bas blessait dans la centaine de projets que j'ai pu rencontrer, c'était sur le côté humain. Parce qu'en fait, les gens dans la même équipe, ils n'arrivaient pas à tomber d'accord. Il y avait des jeux d'ego. Non, c'est mon idée, c'est pas la tienne. Bon, bah, du coup, on préfère faire la politique de la terre brûlée, ne rien faire, plutôt que de mettre en place la solution. Et je me suis dit, mais, hein, ok, on a des grands enjeux environnementaux, climatiques, sociaux. Et nous, là, on se bouffe sur des jeux d'ego. Il y a un endroit où il faut revoir le truc. Et c'est là où, dans mon chemin, ça m'a demandé de faire un choix très courageux, qui a été de faire ce travail personnel, de dire, ok, il y a l'environnement, c'est une chose, mais en fait, on ne pourra pas changer la situation climatique, la situation environnementale et sociale, si nous, on ne fait pas ce premier pas. Et le premier pas que ce voyage Eco-America m'a enseigné, c'était de choisir la joie. J'aurais très bien pu faire un tour, aller voir beaucoup plus d'initiatives, prendre des transports plus rapides pour y aller, mais ce n'est pas ce qui m'animait. Moi, ce qui me faisait marrer, c'était d'y aller en stop. Et ce faisant, j'ai rencontré le cœur des gens, et là, j'y ai vu un espoir énorme. Bah, nous aussi, on le voit avec toi, mais tu le mentionnais au départ, tu as commencé avec la question environnementale, en voyant ce monde qui était en train de se déliter tout autour de nous. Et à un moment donné, tu as fait ce pas de shifter un petit peu en disant, bah, en fait, il n'y a pas que l'environnement, l'écologie, c'est plus large que ça veut dire aussi des liens, l'humain. Comment ça s'est passé pour toi et comment est-ce que tu as apporté cette dimension sociale dont on parle de plus en plus dans tes projets, dans tes discours, mais aussi dans ta vie de tous les jours? Mm. Mais c'est vrai que de faire le constat qu'il y a tous ces projets mais merveilleux, que ce soit des fours solaires en Argentine, des filets, les Atrapanieblas qui recueillent la brume des nuages dans le désert d'Atacama au Chili, que ce soit des projets mais pharaoniques et splendides à l'UNESCO, comme ça butait sur le volet humain, ça met en exergue le problème de comment est-ce qu'on fait pour se faire confiance. On est ensemble, on vise un même cap, on n'a peut-être pas la même vision de comment on voudrait y arriver, mais l'idée c'est de cheminer ensemble. Et le vagabondage, cette manière de voyager avec peu de moyens, voire même sans argent, voire même sans vêtements, ça demande cette confiance potentiellement avec les gens avec qui on fait ça. Donc là, en l'occurrence, dans mes voyages nus et culottés, c'est avec Nance. Ça demande cette confiance en les autres. Quand on va solliciter, frapper à la porte chez l'habitant et que on demande est-ce qu'on pourrait avoir le logis, peut-être même à manger. Et ça demande aussi cette confiance en la vie. Qu'est-ce qui se passe si là, je suis avec mon pote, on se donne un rêve de gosse délirant et on est à poil, sans argent, sans vêtements, sans rien, on n'a pas de plan, on ne sait pas comment on va faire, il fait nuit dans 4 heures, il fait 3 degrés. S'il n'y a pas cette confiance en la vie qu'elle va nous porter, mais en fait, on appelle ou pas parce qu'on n'a pas de téléphone, mais il n'y a pas de
je fais pause sur le jeu vidéo et puis il faut que je trouve une solution. Là, on est dans la vie. Et sur les enjeux planétaires qu'on vit aujourd'hui, c'est la même chose. Il n'y a pas possibilité de faire pause. Donc, à mon sens, on ne peut pas avancer sans invoquer une confiance. Certains appellent ça la foi, ça peut être spirituel, mais ça peut être aussi très pragmatique. Comment on fait, toi et moi, là, pour se faire confiance dans l'enjeu qu'on a là? Comment on fait quand on voyage, toquer à la porte d'une personne qui est dans son univers, dans sa vie? Comment on fait pour faire émerger cette confiance? Et c'est l'objet de ces voyages nuits et culottés, c'est un laboratoire pour apprendre à refaire confiance en les autres et en soi. Vous commencez les épisodes en étant à nu, aussi bien littéralement que dans vos têtes. Est-ce que finalement, toutes ces choses qu'on revêt, toutes ces choses qu'on accumule, c'est de multiples barrières dans cette manière d'être au monde, dans cette manière de recréer du collectif, etc. Enfin, tu vois, quand tu parles de confiance, c'est aussi une question de posture, une question d'ouverture. Et c'est pas ce qu'on nous apprend quand on va à l'école. Rien que cette question des notes qu'on nous met, c'est une question de nous dire, en fait, tu seras en compétition. La question du capitalisme, c'est ça, c'est une question de lutte perpétuelle pour être au top de la pyramide. Donc finalement, ce que vous faites, c'est un peu commencer à renverser cette pyramide. C'est ça. Et concrètement, quand j'ai commencé à faire du stop, avant de faire Nuit et culotté, je faisais mes petits essais, je voyais, tiens, qu'est-ce qui marche pas, et j'en étais arrivé à la conclusion que quand je faisais du stop, ça marchait mieux si j'avais une chemise. Après ça, avec Nuit et culotté, j'ai fait du stop en bâche, en jupe de pissenlit, enfin, j'ai testé plein de trucs, et en fait, ça marchait tout aussi bien. Donc, ça m'a consterné parce que tout ce que j'avais imaginé qui était des lois pour faire du stop, si tu veux que ça marche, il faut mettre une chemise en tant que gars, quoi. Faut être propre sur soi, etc. J'ai fait du stop, mais barbouillé de boue. Mon pote qui m'avait mis vous savez, on avait fait brûler des charbons et puis il m'avait mis du noir partout sur le visage. Et pareil, une fois, on s'était dit, tiens, on va aller toquer chez l'habitant et on va juste dire bonjour. Donc, on est habillé en feuilles. Bonjour, on aimerait prendre une douche. Est-ce que ce serait possible? Le mois d'avant, ce serait dit non mais les gars, à un moment donné, il faut arrêter le délire, quoi, ça va pas marcher, c'est juste, les gens ils sont pas comme ça. Ben si. Et ben la jeune femme qui nous a ouvert, on était au milieu de la Creuse, c'était en 2012. Elle connaissait bien sûr pas du tout ce qu'on faisait. Et elle me dit oui, si vous voulez, la salle de bain est là. Tiens, vous avez pas de serviette, j'imagine, je vous sers une serviette. Et ça m'a invité à voir que quand on se défait de ces apparats, de ces vêtements, des images qu'on a de nous-mêmes, qu'est-ce qui reste? Il reste notre joie. Quand on est face à la mort, quand on est face à l'adversité, quand on est face à ce qui nous fait le plus peur, la seule et unique ressource qu'il nous reste, c'est notre joie. Cette joie de vivre qui n'a besoin de rien. Ce n'est pas du plaisir qui s'appuie sur le confort, qui s'appuie sur la possession, qui s'appuie sur l'essence. La joie, elle s'appuie sur l'essence, L'(essence) sur ce qui fait, je suis un humain, je suis là. À quel endroit ma boussole de la joie m'amène? Ah bah tiens, moi j'ai envie de faire du stop, très bien. Moi j'ai envie de traverser l'océan en voilier, très bien. Moi j'ai envie de monter un business pour des poubelles, je ne sais quoi, très bien. Vas-y, vas-y. Et ça a été la grande leçon à la fois de ce voyage Eco-America et de ces aventures nues et culottées. C'était de voir que quand on croit qu'il n'y a plus rien, quand on est démuni, et je peux vous assurer que quand on est à poil, en hiver, sans argent, sans vêtements, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut être démuni? Il reste la joie. Et cette joie-là, elle nous pousse naturellement vers l'autre. C'est une équation irrévocable. Quand on est à poil et qu'on n'a rien, on est obligé d'aller vers l'autre. Je ne vais pas pondre un système de chauffage et des vêtements. Forcément, j'ai besoin d'aller vers les autres. Donc ça a révélé aussi toute cette interdépendance. Et je crois qu'on en est là aujourd'hui. Au niveau de l'humanité, c'est de se rappeler qu'on a tellement intérêt à se reconnecter et à se reconnecter en joie. Alors ce que tu dis, ça m'évoque énormément de choses. Cette question de, finalement, quand on n'a plus rien, on a besoin de faire confiance à l'autre et on est profondément dépendant. On est dans une société où, individuellement, on a presque tout ce dont on a besoin. En tout cas, ici en Occident, une grosse partie de la population qui a de quoi se nourrir, de quoi avoir un toit au-dessus de sa tête, de quoi répondre à ses besoins primaires, mais aussi des besoins matériels qui sont un peu secondaires. Donc évidemment, on a moins cet élan d'aller vers les autres. Et ensuite, sur la question de la joie, donc je le disais en introduction, je suis aussi activiste pour la justice climatique. Et souvent, quand je parle de ces enjeux-là et que j'ai le sourire, je me prends de ces réflexions dans la tronche du style, en fait, la nana elle est en train de nous expliquer qu'on est en train de tous crever et que la planète est en train elle-même de crever profondément, et elle le fait avec le sourire.
Et souvent, ce qu'on a envie de leur dire, c'est mais en fait, j'ai 10 millions de raisons de pleurer, j'ai trouvé une raison de sourire, et en plus, tu vas venir me faire chier. C'est ça, enfin, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est vrai il y a un endroit où ça paraît paradoxal. C'est dramatique tout ce qu'on vit. Mais quand on regarde, qu'on dézoome un petit peu, tous autant qu'on est là, ici, les plus jeunes d'entre nous ont peut-être la vingtaine, dans 80 ans, on est tous morts, ici. Donc la fin, elle est là. La planète, aujourd'hui, le système solaire est à la moitié de sa vie. Donc quand bien même on fasse des miracles, dans 4,5 milliards d'années, c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'à kiffer et à aller dans le sens de ce qui nous anime vraiment? Et ça peut être en s'appuyant sur des enjeux importants. C'est pas pour dire, il n'y a rien de grave, on peut être nonchalant. Non, 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 non. C'est, il y a des choses qui nous attrapent. Moi, à chaque fois que je vois un documentaire sur les questions environnementales ou sociales, j'en pleure, ça me touche. Et c'est à cet endroit-là du paradoxe où j'ai l'impression qu'on est conduit à aller, cet endroit où, mais comment ça peut aller ensemble? L'immense peine et la joie. Mais ce que j'ai pu découvrir dans ces voyages, c'est que si on écrète d'un côté, ça écrète de l'autre. Si on ne veut plus voir la peine, on n'est plus capable de la joie. Et que la réciproque est vraie. Si on se laisse aller à plus ressentir la peine, la douleur. Là, j'entendais tout à l'heure l'écosystème des coraux qui est en train de disparaître si on ne fait rien à l'horizon de, je crois, de 2050. C'est juste catastrophique. Si on se connecte à ça comme si on se connectait à son propre enfant qui était condamné par une maladie, mais laissons-nous ressentir. Parce que s'il n'y a pas ces larmes-là, s'il n'y a pas ce cœur qui s'ouvre, on n'est pas capable de ressentir la joie. Et on n'est pas capable de ressentir cet élan qui nous dit « Oh là, j'ai envie de me lever. Oh là, j'ai envie. Là, j'ai envie de faire quelque chose. Là, c'est ça mon axe. Et j'y vais. Et je suis encore démuni. Et je suis joyeux. » Ça paraît antinomique, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur Nu et Culotté, la saison 11 va être diffusée cet été sur France 5, qu'on va continuer cette aventure. Et pour pouvoir faire 43 voyages en partant à poil, sans argent, notamment en plein hiver, avec le même binôme, on a eu 1000 fois l'occasion de vouloir s'étriper. C'est parce que justement, il a fallu faire de la place à l'extrême douleur et à la réjouissance d'être vivant. Merci beaucoup pour ça. Je pense qu'on peut applaudir. Alors, déjà. Et pour en revenir, juste un petit mot pour finir sur ces questions de récit collectif. Un récit, ça a besoin d'un personnage, ça a besoin d'un point de départ et d'une visée qu'on espère rejoindre. Le point de départ sur les questions climatiques, on le connaît, il a été chiffré dans tous les sens. Le point final, il y a plein d'experts qui nous disent tiens, ce serait bien de réduire par temps les émissions, etc. Donc la trajectoire, on la connaît. Ce sur quoi on peut avoir une influence, c'est le personnage, c'est nous. C'est nous en tant qu'humains. Comment on peut revisiter ça? Et voilà, ce que je ramène de tous mes voyages, c'est qu'on a le droit de choisir la joie comme élan initial et on a le droit de choisir le bon rythme pour garder la joie. Parce que sans joie, si on se revêt de cette expérience de dureté, on entretient un système. Et je vais finir sur un exemple très concret pour préparer ce salon. Avant-hier, mon épouse m'a donné une leçon extraordinaire, moi qui parle de ce truc-là. J'étais en train de préparer mon petit caddie là, dans lequel je trimballe mes livres pour mes dédicaces et je le blindais. J'étais là, mais oui, mais il y aura plein de gens, j'ai envie que mes livres ils soient lus, puis c'est aussi comme ça que je gagne ma vie. Et j'étais là avec mon caddie, je dis mais non, mais je vais pas pouvoir le trimballer en plein Paris, il va falloir que je prenne un taxi. Mais j'étais là, oui, mais impact carbone. Elle m'a dit, mais pourquoi tu prends pas ton vélo, tu mets 10 bouquins et ce sera très bien et va kiffer quoi. Et je nous vois, on est fragile. On a grandi dans un monde qui nous a mis une pression avec une certaine vision des choses et ça demande un courage extraordinaire de s'en défaire. Et à cet endroit-là, je vois qu'une seule chose, c'est d'être ensemble garant quand on retombe dans ces anciens imaginaires. C'est d'être ensemble vigilant que, vous vous rappelez là, l'étoile polaire, l'étoile du berger qu'on vise, c'est celle-là qu'on vise. Et pour ça, heureusement qu'on est ensemble parce que tout seul, on est juste terriblement pas bon, quoi. Donc reconnectons-nous, vivons avec joie, et puis de toute façon, le reste ne nous appartient pas. Tu parlais de pression sociétale. Aujourd'hui, on est dans une société qui est fondée sur énormément de mythes.
L'un d'entre eux, c'est le mythe de la perfection. Je pense qu'on a tous et tous un jour eu un entretien professionnel et on a dit oui, moi mon défaut c'est d'être trop perfectionniste. On est tous des mythos, on n'est pas du tout perfectionnistes. Et on vit en même temps dans une société où la consommation d'anxiolytiques, elle n'a jamais été aussi élevée. Est-ce que individuellement, on a du mal à s'avouer, à avouer au monde qu'on est des êtres imparfaits, écorchés? Est-ce que c'est un problème que tu as pu identifier? Et comment est-ce qu'on répond à ce problème, tu vois, je pense en commençant par s'avouer à nous-mêmes qu'on a des problèmes et que c'est OK, et en voyant aussi chez l'autre qu'il y a des failles, en se disant, en fait, on peut se permettre d'être vulnérable finalement. Dans tous ces voyages que j'ai pu faire, mon axe, ça a été d'aller chez l'habitant, que ce soit en stop ou en hébergement, et de rencontrer les gens dans juste « Hey, tiens, t'es qui toi? C'est quoi ton histoire? D'où tu viens ?» Et j'ai pu réaliser que même dans les pays les plus riches, entre guillemets, j'ai pu réaliser que la plus grande misère, à mes yeux, qui nous accable, c'est la misère affective. C'est cette incapacité à se voir nous-mêmes et du coup à voir les autres. Si je ne me vois pas fragile, je suis juste incapable de voir la fragilité de l'autre. Et donc tous ces voyages nous ont invités à, comme nous on arrive dans ce dénuement assez poussé, de sans argent, sans vêtements, alors bien sûr on trouve des vêtements et on ne se présente pas tout nu face aux gens, mais une fois qu'on arrive, on a besoin d'une brosse à dents, on a besoin d'une douche, on a besoin d'un lit, on n'a pas à manger, on est probablement fatigué de la route, enfin bref, on est hyper vulnérable. Et en fait, cette vulnérabilité-là, dans laquelle on se retrouve propulsé par l'expérience, de manière assez étonnante, elle invite l'autre à baisser ses propres armes. Elle dit « Ah, en fait, je peux peut-être un peu plus me raconter. Vous êtes au fond du seau, les gars, là. Ouais, il se trouve que moi, dans ma vie, voilà, on vient de se séparer avec ma femme, ou j'ai un souci avec ma grande, elle est en pleine adolescence, je ne sais pas comment faire, ou là, mon job, c'est en train de partir en sucette, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. » Et ça m'a permis de réaliser que ce truc-là, se sentir démuni, se sentir à poil, mais tout le monde le vit. Quand on veut déclarer sa flamme à quelqu'un, quand on veut aller choper un nouveau job, quand on veut partir dans une nouvelle expérience, je sais pas, voyager dans un pays dont on ne parle pas la langue, on sait ce que c'est que de se sentir vulnérable, et il y a encore ce truc-là de faut être fort. Non, moi tout va bien, hop, j'ai pas de bouton, tout est bien tiré à 4 épingles. Et enfin, on fait tous caca tous les jours, on a tous des problèmes de complexes corporels ou psychologiques, peu importe, on est tous névrosés, et tant mieux, c'est une chance, parce que comme ça, ensemble, on peut mieux voir la réalité et on peut s'éduquer à une complétude. Et à cet endroit-là, je pense que là, l'humanité est mûre pour faire un pas de plus, c'est de dire « Hey, t'es incomplète, tu fais plein de bourdes et je t'aime quand même. » Merci. Et ça, c'est dur. Mais pour pouvoir le faire avec l'autre, et peut-être un jour le faire avec notre environnement, ça demande quelque chose d'hyper dur, c'est de le faire avec soi. Et là, ce que tu as dit à ton enfant ce matin, il y a eu une petite prise d'autorité là. Tiens, là, la manière avec laquelle tu as fait une queue de poisson au mec qui t'avait loupé la priorité, c'était peut-être pas nécessaire. Tiens, là, ce truc-là de « Allez, vas-y, pour gagner 1 euro, je sais pas combien, je paye pas le métro. » Est-ce que tu te sens vraiment, ton âme et conscience alignées à cet endroit-là? Et ça, c'est dur. Parce qu'il faut tellement représenter quelque chose d'hyper léché, propre, qu'on n'a pas cette case de « Hey, au fait, je suis un humain, puis aujourd'hui, je suis fatigué, puis en fait, je suis grognon, et je crois que j'aurais besoin d'un câlin. » Et ça, c'est lunaire. Et pourtant, aujourd'hui, je vois pas d'autre solution pour pouvoir mieux prendre soin de ce qui nous environne que d'apprendre à prendre soin de nos proches et d'apprendre à prendre soin de nous. Et là, ça demande peut-être le plus grand courage, qui est d'oser regarder nos failles, nos ombres, notre noirceur, les trucs où on se dit mais ça fait 20 ans que je suis addict à ce truc-là et que j'arrive pas à m'en défaire. Je suis pris avec l'alcool, je suis pris avec la cigarette, je suis pris avec le porno, je suis pris avec le travail à outrance, je suis pris avec tellement de choses qui font que j'arrive pas à m'aimer. Et du coup, on cache ça sous du maquillage, on va cacher ça sous de la représentation publique, on va cacher ça sous posséder des biens. Et oui, on est humain avec ça et c'est OK. Et peut-être qu'on peut regarder ce schéma-là et déjà l'aimer. Parce que ça, c'est nous. Donc si on ne fait pas la paix avec ça, on ne pourra pas aller plus loin. Je vois que mon timer s'est arrêté, c'est-à-dire qu'on n'a plus de temps.
Est-ce que tu voudrais dire une dernière chose ou partager une dernière chose avec le public? Je vous aimerais vous inviter à faire une expérience. On a passé notre vie, notamment les 20 premières années de notre vie, comme ça, à être assis à écouter quelqu'un parler. Ça peut être un parent, un prof, un enseignant qui nous aide à passer le code, etc. Et une chose qui, je crois, s'est éteinte en nous, sans jeter la pierre à l'école, qui est magnifique pour plein de raisons, c'est ça. C'est ce geste-là. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui sentent que ce geste il est encore assez vivant, je vous invite à le faire. Et à ressentir ce que ça vous fait. L'étape d'après, on est très tenté de faire ça. L'étape d'après, c'est de faire ça. Et après, de laisser aller la joie. Peut-être votre joie, ça va être de danser. Peut-être votre joie, ça va être de chanter. Peut-être votre joie, ça va être de prendre quelqu'un dans vos bras. Peut-être votre joie, ça va être de vous prendre vous-même dans vos bras. Et là, je vous invite à laisser aller votre joie. Merci beaucoup. Merci, soyons humains. Merci.